Que la peur soit sur eux nuit et jour, sur leurs rois, leurs ministres, leurs gouverneurs, dans ce pays et dans tous les pays, dans leur propre patrie et dans leur propre foyer. Qu'il n'y ait pas de sécurité pour leur existence tant qu'il n'y aura pas de sécurité pour les Juifs dans le monde. Et s'il doit être effrayant d'être juif dans le monde, alors il sera 100 fois plus effrayant d'être anglais, des rues de Jérusalem au palais de Londres. Il y a 20 ans, cette voix n'avait pas de nom, pas de visage. Elle est maintenant connue de tout Israël. Géoula Cohen, ancienne speakerine d'une radio clandestine, travaille aujourd'hui dans un journal de Tel Aviv. Géoula appartenait à cette sorte de gens qu'on appelle les terroristes. Des gens à qui l'assassinat apparaît un jour comme le dernier recours capable de faire avancer une cause qu'ils croient juste. Ils avaient décidé de chasser les Anglais de Palestine. C'était leur terre, il y avait trop longtemps qu'on la leur promettait. Ainsi naquit le groupe Stern. Stern parce que tel était le nom de son fondateur. Les hommes et les femmes qui le composèrent étaient issus d'un mouvement plus important, baptisé Irgun. Ils s'en séparèrent au début de la guerre parce que l'Irgun avait accepté de faire la trêve avec les Anglais en attendant que les Alliés terrassent le nazisme. Mais cette bataille-là n'était pas la leur. Ainsi devinrent-ils des terroristes. Pendant les 8 années que dura leur extrémisme, ces inflexibles ne furent jamais plus de 200. Ils avaient toute l'opinion juive contre eux. Chez nous, le plus important, c'était de tuer. Nous n'étions pas intéressés à faire descendre des édifices comme à tuer tant que possible. Et chez vous? Chez nous, le but était différent. Nous n'étions pas pour le terrorisme personnel. Personnel. Non, nous sommes prêts à faire nous étions prêts à faire du terrorisme. Le fait même de détruire un édifice aussi important que le ministère de l'immigration, par exemple, avait à nos yeux une importance aussi grande que de tuer un membre du ministère de l'Information. Vous comprenez? Oui, d'accord. Donc nous nous rapprochions dans ce sens-là. Vous vous complétiez. On se complétait. Mais le groupe Stern aussi avait détruit de nombreux édifices. Oui, si on... Mais c'est certain. Oui, si on pouvait détruire avec les gens dedans, c'était beaucoup mieux. Vous étiez terroriste. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de tuer froidement quelqu'un? Il m'est arrivé de tuer quelqu'un, je ne sais pas si c'est froidement. Mais d'avoir quelqu'un en face de vous et de le descendre? Oui. Vous l'avez fait sur ordre? Oui. Qu'est-ce que ça fait quand on est dans un moment comme celui-là? Qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, la première fois, j'ai vraiment ressenti quelque chose. C'était assez désagréable, personnellement, mais du moment que vous savez que vous remplissez des ordres et que vous remplissez votre devoir, vous le faites. Et vous essayez d'en penser personnellement aussi peu que possible. Dans ce que vous venez de dire, il y a un début de justification du terrorisme. Pour vous, est-ce que le terrorisme a représenté à un certain moment quelque chose d'infamant, par exemple? Non, non, jamais de la vie. C'était une façon de combattre. On n'avait pas de divisions, on n'avait pas des bataillons. C'était la seule façon de laquelle nous pouvions combattre. On n'avait pas d'autre façon de combattre. Mais à part la façon, il faut une justification à ce genre d'acte. Bien naturellement, le tout commençait par une justification. On avait une idéologie. On combattait contre un ennemi. Une logique aussi, non? Logique aussi. Logique et sentimentale. Donc, naturellement. Comment devient-on terroriste? Est-ce qu'on le devient après avoir pris une décision subite ou après avoir mûrement réfléchi, glissé vers la terreur? Bien, dans mon cas, il m'est difficile de vous dire s'il y a des gens qui viennent soudainement. Je m'imagine qu'il y en a bien. Moi, comme vous le dites, j'ai glissé vers ça. J'étais dans l'Irgun avant d'être dans notre groupe. Et puis, quand ils se sont divisés, j'ai passé presque automatiquement. J'étais très jeune en ce temps-là. Je crois que j'avais la 18e. Comment avez-vous adhéré à Stern, au groupe Stern? Je l'ai cherché. Vous l'avez cherché? Je l'ai cherché. J'étais assez jeune, je savais ce qui se passait. Et j'ai senti que c'était
C'était ça. C'était ça, il fallait le faire. Et que c'était le moment. Vous aviez quel âge à l'époque? Oh, j'avais 20 ans, Et ça a duré combien de temps pour vous? 4 ans. Et pendant cette période, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir à descendre froidement un gars devant vous? Oui. Qu'est-ce qu'on ressent à ces moments-là? Bon, nous vivions quand même à l'époque sous une certaine tension. Et on risquait quand même, nous aussi, notre peau. Donc c'était, si vous voulez, une question de... C'était un peu comme un soldat. Avec ça en plus que nous savions ce que nous faisions, nous le savions très fort. Vous aviez une véritable foi. Nous savions que c'était la seule chose à faire à ce moment-là. Le terrorisme individuel tel que le pratiquait l'organisation Stern suppose l'assassinat de son ennemi. Comment justifiez-vous cet extrémisme? Oui. Écoutez, ce qui compte d'abord, c'est la cause que vous croyez juste. Et lorsque vous luttez pour cette cause, alors il y a de diverses méthodes de lutte. De lutte armée. Il y a la guerre classique, la guerre militaire, la lutte partisane. Il y a des actes du terrorisme individuel. Nous croyons que le terrorisme individuel, quelquefois, s'il est utile, il est plus humain que les autres méthodes de lutte. Parce que, premièrement, il fait moins de victimes. Et deuxièmement, quelquefois, il évite des milliers et des millions de victimes. Je peux vous donner un exemple frappant. S'il y avait quelqu'un avant la guerre pour tuer Hitler, on l'avait dit que c'est un acte de terrorisme individuel, n'est-ce pas? Certainement. Et par cet acte, c'est sûr qu'on aurait pu sauver, épargner des millions et des millions de vies humaines. C'est ça la justification du terrorisme individuel. Si on a pris part dans cette guerre, parce qu'on a pris part... Dans cette révolte, disons. Oui, mieux. continue. C'est cette révolte. Parce qu'on a été sûr et certain que notre guerre est la raison. On n'a pas eu notre choix. Vous pensiez que votre guerre était juste? Juste. Très juste. Bon. Très, très juste. Et que le c'est mot pour ça. terroriste était Et que le mot terroriste ne convient pas à la était cause. employé Il par... était Il a appliqué été par appliqué, l'occupant il a été sur coulé nous. sur nous Oui. pour empêcher les jeunes gens de se joindre à nous. de se joindre à nous. C'est Vous comprenez? tout. Parce qu'on a fait pour l'autre, on a fait Des actions. des actions qui est pensé qu'il est compte de loin, c'est tout. Oui. Et pour moi, ça ne faisait aucune différence quel nom il m'appliquait. D'accord ou pas sur les mots, ces hommes et ces femmes ont en commun d'avoir lutté pour une même cause. Leur tête a été mise à prix, ils ont été traqués, emprisonnés, torturés. Ils ont tué aussi. Malka Hepner, née en Palestine, militante Stern de la première heure. Après la guerre, épouse un combattant de l'Irgun. 2 enfants. Aujourd'hui, gérante d'un restaurant à Jérusalem. Dani, 45 ans, né en Pologne. Un des plus fougueux combattants du mouvement. Il y adhère sitôt débarqué en Palestine. Actuellement, employé de l'agence juive, marié, sans enfant. Judith Tuviana, mère de famille, travaille comme infirmière dans une maison de retraite. 2 enfants. A connu son mari à la Résistance. Celui-ci, 40 ans, d'origine française, est maintenant technicien dentiste. Léa Dar, secrétaire d'une section sterniste, aujourd'hui mère de famille, née en Palestine, 3 enfants. Joseph Dar, époux de Léa, est palestinien depuis 4 générations. Participe aux principales actions de Stern dès la fondation du mouvement. Aujourd'hui, agent d'assurance à Jérusalem. Saint-Jean d'Acre. Le 4 mai 1947, à 4h40 de l'après-midi, 3 électriciens, 4 tailleurs de diamants,
un étudiant, un bachelier, 5 commerçants, 7 chauffeurs, 6 fonctionnaires et 7 ingénieurs, en tout 34 hommes, dont le plus jeune a 17 ans et le plus vieux 34, prennent d'assaut la forteresse pour libérer 41 des leurs. Joseph Dar était parmi eux. Bastion réputé inexpugnable, la prison de Saint-Jean d'Acre symbolisait l'occupation britannique en Palestine. On ne s'en évadait pas. C'est pourquoi l'attaque lancée contre ces murs de 2 mètres d'épaisseur fut un acte politique qui s'inscrit exactement dans la ligne de toutes les guerres secrètes. Elle devait prouver à l'opinion mondiale que l'Empire britannique pouvait chanceler sous la seule poussée d'une poignée d'irréductibles. Si le résultat fut largement atteint, les assaillants laissèrent 11 morts sur le terrain. Les combattants sans uniforme qui étaient détenus ici appartenaient tant à l'Irgun qu'au groupe Stern. Aujourd'hui, le quartier qu'ils occupaient a été transformé en lieu de pèlerinage national. On y évoque sobrement toute l'épopée de l'émigration et de la résistance juive en Palestine, mais on y chercherait en vain un portrait d'Abraham Stern. Pourtant, Saint-Jean d'Acre était aussi le lieu des exécutions. Voici le quartier des condamnés à mort. Ceux qui aboutissaient ici savaient qu'ils étaient au terme de leur destinée. C'étaient rarement des politiques, toujours des idéalistes. Leur engagement les avait en quelque sorte simplifiés. Ils savaient qu'ils seraient peut-être pendus en route, mais comme nous l'ont dit les survivants, ils l'avaient accepté. De même avait-il accepté que des chefs pensent à leur place, décident pour eux. Ainsi de Beth Zouri, 23 ans, et Hakim, 17 ans, exécutés au Caire pour le meurtre de Walter Edward Guinness, premier baron Moyne. Shamir, vous faisiez partie du triumvirat qui a dirigé le groupe Stern après la mort de Stern. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un citoyen d'État d'Israël. Je dirige une société commerciale. C'est tout. Quand vous étiez dans le triumvirat, quel était votre rôle? À vrai dire, alors, moi j'ai fondé le comité central du groupe Stern, notre groupe en 1942. On dit que c'est vous qui avez ordonné l'assassinat de Lord Moyne au Caire en 1946, alors que Lord Moyne était haut commissaire britannique. Voulez-vous m'expliquer comment cet acte se justifiait? L'assassinat de Lord Moyne était une décision de notre comité central. Aujourd'hui, est-ce qu'il vous paraît encore qu'il fallait abattre Lord Moyne? Je crois que oui. On dit que lorsque vous commandiez Stern, les hommes auxquels vous commandiez ne vous connaissaient pas. Est-ce exact? Pas tous. S'ils ne vous connaissaient pas, c'était, je pense, pour vous préserver, pour éviter des trahisons, des tentatives de trahison. C'est la loi de la conspiration. Vous savez que vous devez connaître le minimum de gens que vous êtes obligé de connaître. C'est la règle. C'est une règle principale. De connaître seulement ceux que vous êtes obligé de connaître. Est-ce que les méthodes du groupe Stern ont été reprises dans d'autres pays, dans d'autres mouvements? Sans doute. Vous en avez plusieurs. Beaucoup, je crois, beaucoup d'exemples. Parce que dans les mêmes conditions, dans les conditions semblables, les mouvements qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays, pour la liberté, étaient obligés d'utiliser les mêmes méthodes. Est-ce que vous connaissez un cas précis où les méthodes de Stern ont été appliquées, notamment dans les luttes d'indépendance qui se mènent aujourd'hui? Aujourd'hui, vous le pouvez voir partout. Ça a été la même chose en Algérie. Vous pouvez le voir maintenant au Vietnam.
pour faire sauter cette maison qui était le quartier général de la police à Haïfa, nous avons engagé quelqu'un qui est entré avec un camion policier, déguisé en policier lui-même. Le camion était plein de dynamite. Il est descendu en un moment, il a fonctionné la bombe. La dernière minute, un officier anglais a essayé de l'empêcher. Il a pu s'évader. Et la police qui a vu que toute la maison a été détruite, oui. En un moment, les Anglais qui voulaient empêcher un attentat similaire, alors ils ont construit un haut mur pour empêcher un tel attentat, mais ça ne l'a pas aidé. La seconde fois, l'attaque était d'autre manière. On a apporté un camion avec un catapulte qui a jeté un tonneau plein de dynamite et qui a détruit la maison la seconde fois. זה היה החשבון המעשי, וזה היה החשבון הפוליטי, זה היה החשבון ההיסטורי, וזה היה החשבון Eldad, alias Shaib, fut l'idéologue du groupe Stern quand Shamir en était le bras. Ce juif polonais connaît la Bible par cœur, mais il l'interprète comme un manuel de stratégie. 20 ans après, nous l'avons retrouvé dans son appartement de Jérusalem. Son fils s'est passionné d'aviation en modèle réduit. ועל עניין היסטורי צודק על אדמתם הם, כוחם יותר גדול מאשר כוח עשרות אלפי חיילים שיושבים כאן. Sa fille achève une période de service militaire. Sa femme, qui fut son soutien dans la clandestinité, a renoué avec les rites de la vie quotidienne. Quant à lui, poursuivant son monologue de prophète infatigable, il semble encore occupé par une révolte qui cherche maintenant son objet. Que deviennent les terroristes? Monsieur Shaib traduit Nietzsche en hébreu. Dans ce quartier populaire de Tel Aviv, il y a 24 ans, Abraham Stern était découvert par une patrouille anglaise et immédiatement abattu. Cela fait 12 mois à peine que ceux qui honorent sa mémoire ont obtenu que l'avenue Washington fût baptisée rue Stern. L'appartement dans lequel Stern se cachait deviendra un musée. Les survivants du groupe auquel il a laissé son nom se sont cotisés pour l'acheter. Autour d'une tache de sang indélébile, le sang de Stern abattu, leur fidélité bâtit un culte qui n'est toujours pas partagé. Demain viendront les photographies, la documentation et les bronzes. Et peut-être un monument si une souscription aboutit. En attendant, ces hommes qui nous ont dit ne pas s'être battus pour des médailles, qui ne croient pas aux héros ni même à l'héroïsme, et qui sont aujourd'hui dispersés, ces hommes se retrouvent une fois l'an sur la tombe de celui en qui s'incarnait leur idéal de jeunesse. À côté de la tombe de Stern, qui était poète, celle de 4 de ses fidèles. Le même poème pour tous. Notre sang fera un tapis rouge dans les rues, et sur ce tapis écarlate, nos cerveaux seront comme des roses blanches. Comment s'est dissous le groupe Stern? Bon, le jour de l'indépendance, enfin le jour où la guerre d'indépendance a commencé, une partie du groupe Stern est rentrée à l'armée. Et finalement, tous ont fini par rentrer à l'armée. Sauf un groupe qui, à un moment donné, a été arrêté par le nouveau gouvernement d'Israël, et dont je faisais partie. Nous étions pendant 6 mois en prison, à la même prison d'Acre, où les Anglais avaient mis les terroristes à l'époque. Et nous en sommes sortis par le fait qu'il y a eu des élections dans le pays et qu'un de nos chefs a été élu comme parlementaire. Mais donc nous devenions automatiquement légaux. Voyez-vous, le gouvernement provisoire d'Israël nous avait déclaré comme mouvement illégal. Ils avaient peur de nous, nous représentions une force. C'était probablement pas justifié puisque nous n'avions pas de but politique qui puisse servir dans une vie civile.
Mais enfin, nous gênions de certaines décisions que probablement le gouvernement voulait prendre à l'époque. Est-ce qu'on a essayé de se débarrasser de vous? Se débarrasser, c'est beaucoup dire, mais enfin, le gouvernement était très content que nous dispersions aussi vite que possible et que surtout nous ne continuions pas à reformer un noyau qui, à chaque moment, interviendrait dans la vie politique. Oui, puisse intervenir encore une fois dans la vie politique du pays. Si le groupe Stern n'avait pas existé, pensez-vous qu'il y aurait aujourd'hui un État d'Israël? Pensez-vous que vous seriez ce citoyen israélien dont vous m'avez parlé tout à l'heure? C'est très difficile de répondre. Vous savez, c'est une chose de spéculation. Mais on peut dire que cet État peut-être qu'il aurait venu beaucoup plus tard. Dans le livre qu'il a écrit sur les années de lutte pour la liberté d'Israël, Ben Gurion ne mentionne nulle part le nom de Stern et de votre activité. Qu'est-ce que vous en ressentez? C'est son droit. Ben Gurion, j'ai dit, pendant cette période de notre lutte, était un adversaire acharné. Alors, c'est compréhensible que maintenant, il ne mentionne pas. C'est très rarement que les leaders politiques avouent qu'ils avaient tort. Mais je crois qu'il le sait bien. Est-ce que vous en éprouvez de l'amertume vous-même? Rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes absent de la vie politique. Pourquoi? C'est mon choix. C'est votre choix? C'est mon choix. C'est ma volonté. Personne ne m'empêche. D'accord, personne ne m'empêche, mais rien ne vous pousse non plus à faire partie des cadres politiques du pays? Pour le moment, non. Êtes-vous à l'aise dans l'état actuel? Si je suis, À l'aise? de quel point de vue? Civiquement parlant? Oui, pas mal. Oui, je suis journaliste. Je travaille comme éditeur dans un journal du soir à Tel Aviv. Je gagne assez bien. J'ai ma petite voiture, j'ai mon appartement, j'ai une bonne famille, j'ai 3 gosses, une femme. Oui, c'est pas mal du tout. Que deviennent les terroristes? C'est par leur vie professionnelle qu'ils sont en contact avec la nation. Mais pour le reste, ils vivent finalement en vase clos. Lorsque l'un d'eux se marie, c'est le plus souvent avec un ou une camarade de l'ancien combat. Ils se réjouissent ensemble, voient les mêmes pièces, aiment les mêmes films, communient aux mêmes danses. Que deviennent les terroristes? Des gens comme les autres. Ce qui les en distingue pourtant, ce sont leurs cicatrices. Mais ils ont bonne conscience, comme vous. Ils ont appris des métiers une fois la paix revenue. Ils sont restaurateurs, commerçants, journalistes et même fonctionnaires. Leurs femmes suivent la mode. Ils ont des voitures françaises ou américaines. Ils achèteront des téléviseurs. Rescapés d'une aventure exceptionnelle, ils ont une histoire et des souvenirs. J'ai une âme comme tout autre. Je ne prends aucun plaisir en tuant un n'importe qui, ce sera anglais ou n'importe qui. Après tout, c'est aussi le fils d'une mère en Angleterre. Je me rappelle, j'étais blessé. Il y avait un soldat anglais, peut-être il avait 19 ans avec son fusil. Il tremblait, vraiment tremblait. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu trembles? Il a dit, moi je ne suis pas coupable. Je lui ai dit, rentre dans ton pays parce que ta mère ne trouvera même pas ton tombeau. Qu'est-ce qui reste quand on a été terroriste? Est-ce que c'est difficile de se réadapter? Ah, sans doute. Sans doute, après une vie de quelques années dans la résistance,
tout naturel. Moi-même, j'ai essayé de tenir contact avec les civils pendant le temps de la résistance, reconnaissant les faits que je devrais un de ces jours-là retourner dans la vie civile, malgré que mes copains dans la résistance n'agréaient pas à ça. Oui, mais je ne regrette pas. Aujourd'hui, c'est très facile. Je suis rentré après à peu près une demi-année, je suis rentré dans le travail civil et me voilà. Est-ce qu'il y a des copains de vous qui ont mal tourné, qui sont restés acharnés, qui ont continué à faire des coups une fois que la paix et l'indépendance ont été acquises? Non, je ne connais pas. Je n'en connais pas parce que vous vous rappelez, nous n'étions pas un mouvement qui aspirait à tenir le gouvernement. Ça, nous étions de toutes les parties. C'est au moment que les Anglais ont été repoussés, chassés, alors chacun a rentré dans son... Aujourd'hui, 20 ans ont passé. Est-ce que vous êtes à l'aise dans cet état pour lequel vous avez si passionnément combattu? Ah oui. Malgré que j'ai, comme chaque civil, comme chaque citoyen, des demandes et de toutes sortes de choses, oui, mais personne ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. C'est quelque chose d'impossible. Le temps va faire ce que la tête ne fait pas, le temps va faire. S'il fallait recommencer demain ce que vous avez fait hier, pendant tant d'années, et après avoir tant souffert, est-ce que vous le referiez? Théoriquement, oui, mais pratiquement, maintenant que je suis marié, j'ai 3 enfants, je doute si je trouverai le courage de le faire, étant donné que j'ai une responsabilité et je crois qu'on devra laisser ça aux autres qui sont plus jeunes.